Bonjour les bistronautes, bonjour Monsieur Sanders. Bonjour Monsieur Karim. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, comme d'habitude. J'espère que moi ça va, et j'espère que nos bistronautes aussi, parce qu'aujourd'hui, en plus, on va faire quelque chose que vous adorez. Des crêpes. Oui, ça annonce, c'est avec une pointe d'ironie, puisque aujourd'hui, nous allons, tryharder la stylisation numérique, on va retoucher des photos. Retoucher des photos. Retoucher des photos. Avec une souris, numériques. un clavier. Oui, c'est ça. Allez, et on va prendre le temps. Allez, bonne soirée, je me casse. Non, mais monsieur Sanders, revenez. Allez, monsieur Sanders, faut pas le prendre comme ça. Revenez, asseyez-vous. Vous allez apprendre des choses, vous allez voir. Bon allez, je vais retirer ma blouse. Non, vous gardez votre blouse et vous vous asseyez, parce que moi, je passe quand même des heures à vous écouter par les tirages et développements, machin, sans râler. Alors, à un moment, quand on rentre dans mon univers, vous allez être attentif. Bon, je suis corporate et je vais m'appliquer et écouter tous vos bons conseils. Alors, monsieur Sanders, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez particulier, puisque, et vous savez que dans mon métier d'éditorial, ce qui est très important, c'est de donner une identité à ces photos. Un mood. Un mood, comme on dit. Une ambiance. Ça, exactement. Et là, on va donc, en fait, plus que retoucher, on va styliser une photo. Ok. Et on va utiliser un outil, enfin une suite d'outils, mais avec vraiment un outil en particulier de cette suite. C'est la suite de la Nik Collection. Nik Collection, si on parle... Rien à voir avec Nikon. Rien à voir avec Nikon. Non, on pourrait le penser d'ailleurs. Alors, fun fact, au début, je croyais. Oui, au tout début. Ça fait longtemps qu'on en a déjà entendu parler, puisque vous savez, on est un peu proche des gens de chez DxO, et Julien, il y a déjà 3 ans ou 2 ans, m'avait parlé de ça, et je fais, mais qu'est-ce que Nikon a à voir avec DxO? Oui. Après, j'ai cru que c'était des pompes, c'était pas le cas. Et puis, un groupe de rap, c'était pas le cas non plus. Bref. En fait, sérieusement, voilà. La Nik Collection, en fait, donc, c'est une suite d'outils qui a été intégrée à la famille DxO, parce qu'à la base, c'était un logiciel qui indépendant. Et DxO ont eu le nez fin en se disant, mais ça, c'est très bien, ça, on va le reprendre chez nous. Et donc, ils ont ajouté ça à toute leur famille de logiciels de développement et de traitement photo. Et justement, j'ai dit un mot très important. J'ai parlé de développement photo. Alors, en noir et blanc et en chimie. Ah non, c'est non, pas ça. Non. Oui. Mais le développement est c'est un peu le même principe. Hein. Et ici, en fait, on ne va pas parler de logiciel de développement. C'est très, très important. Okay. Donc, en fait, l'outil Nik Collection arrive après le développement de votre photo. Donc, attendez, vous développez vos fichiers numériques? Oui, bien sûr. Tout à fait. Ah oui? Oui, donc le RAW, c'est votre négatif. Hein. J'ai essayé de parler votre langue. Oui. Le RAW, c'est votre négatif. Votre négatif, vous devez le développer. Le RAW, on doit le développer. Le RAW, je le rappellerai toujours, les bistronautes, ça c'est important. Un RAW n'est pas une image. Un RAW n'est pas une photo. Un RAW, c'est un fichier de données de lumière que vous allez donner à votre logiciel de développement. Et c'est grâce à ce logiciel de développement, en particulier avec le dématrissage, et on y reviendra tout à l'heure, que vous allez pouvoir avoir une vraie photo qu'après vous allez pouvoir styliser. C'est ce qu'on va faire. Et si je comprends bien, la photo, qu'elle soit JPEG ou TIFF, c'est un peu ma photo positive à partir de mon négatif. Exactement. Et là, on peut parler de vraie photo, quel que soit le donc, on va parler de développement numérique. Oui, c'est ça. Mais donc, elle a déjà été développée. Donc, en gros, la Nik Collection, qui existe déjà maintenant, on fait cette vidéo pas pour rien, évidemment. Donc, DxO vient d'annoncer la 9e itération de la Nik Collection. J'ai déjà fait, et je vous renvoie d'ores et déjà maintenant, une vidéo sur la Nik Collection 8, parce que, en fait, on va parler des nouveautés de la Nik Collection 9 en repassant quand même sur ce qu'est la Nik Collection de manière générale. Mais si vous voulez voir déjà une photo complètement stylisée avec la Nik Collection 8, parce que c'est toujours valable sur la 9, je vous renvoie à la vidéo EKS Création. Et ici, on va restyliser une photo et en même temps, on va y ajouter les nouveautés de la Nik Collection 9. Ok. Voilà. Alors, la Nik Collection, donc, c'est je le redis, c'est une suite de 8 outils. 8, oui, parce que nous avons c'est une suite de 8 outils. Il y en a une, alors c'est celle que j'utilise le plus, ça s'appelle la Color Effect, c'est ce qu'on va voir ici. Une autre que j'utilise aussi pas mal, c'est l'Analog Effect, qui amène d'autres outils. Tous sont standalone ou plugin de votre logiciel de développement. Donc, peut fonctionner tout seul. Donc ça veut dire qu'on a 8 logiciels. Oui, c'est 8 logiciels différents. Donc quand vous n'ouvrez pas la Nik Collection avec plusieurs outils. Non, vous devez choisir l'outil que vous allez utiliser. Et tous fonctionnent soit en standalone, donc vous l'ouvrez, vous drag and dropper votre photo dedans et puis vous la travaillez, soit, mais évidemment quand vous êtes dedans vous pouvez envoyer vers et renvoyer vers un autre outil, bien entendu, ils sont tous interconnectés, ou alors avec votre logiciel de développement, en particulier évidemment avec Photolab de chez Photolab, oui je dis bien. Vous vouliez dire Filmpack, je vous ai entendu au loin. Donc avec Photolab, vous pouvez évidemment, là c'est parfaitement intégré, mais pour les gens qui sont chez Adobe par exemple, ça fonctionne aussi très bien, Photoshop, Lightroom,
ça fonctionne très bien. Et d'autres outils, vous avez toute la liste des logiciels compatibles sur le site DxO, bien entendu. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, donc, comme je l'ai dit en préambule, ce qui est très très important, c'est d'abord que votre photo fichier RAW, si vous shootez en RAW, si vous shootez en JPEG, évidemment, ça cette remarque ne vous concerne pas, mais si vous shootez en RAW, il faut d'abord passer dans un logiciel de développement pour dématricer votre photo, et puis surtout la traiter. En fait, il faut envoyer dans la Nik Collection un fichier qui est parfaitement exposé, ou en tout cas exposé comme vous le voulez, vous avez retravaillé votre micro-contraste, vous avez travaillé vos hautes et basses lumières pour envoyer un fichier qui est propre. Neutre. Voilà. Neutre. Et la balance des blancs, on la neutralise aussi, ou on engage déjà? Vous pouvez, alors ça c'est à votre choix. C'est ça qui est bien avec la retouche, Monsieur Sanders, c'est qu'en fait, c'est que vous stylisez comme vous voulez. Donc, soit vous donnez déjà un parti pris, mais ce parti pris, après, vu que vous allez être impactant, évidemment. Évidemment, puisqu'après vous allez compresser votre fichier RAW en TIFF, il sera un peu moins compressé, mais quand même il le sera un peu. En JPEG, là, laissez tomber. Donc, si vous prenez ce choix-là, il va impacter tout le reste. Donc, le mieux, c'est d'envoyer une photo qui est complètement neutre. Donc, on va retoucher une photo ensemble. Ah, carrément. Nous allons jusque là. Oui, bien sûr. Oui. Donc, on va prendre une chouette photo. Là, on peut peut-être passer directement. Donc, ici, je suis sur ColorFX, un des 8 outils de la Nik Collection. Ce que j'aime beaucoup avec la suite Nik Collection, c'est que c'est une suite qui est vraiment très éditorial. Et vous savez que moi, c'est mon métier. Donc en gros, si vous voulez vraiment sortir une photo qui va se terminer dans un cadre, par exemple, chez vous à la maison, ou si c'est votre métier et que ça va finir dans un portfolio, en couverture, dans un magazine, etc., la Nik Collection, elle est vraiment parfaite pour ça. Vous allez avoir un résultat qui est quand même assez différent de ce que vous pourriez faire uniquement avec votre logiciel de développement. Donc ça veut dire que les outils que vous allez nous présenter, je ne les retrouverai pas dans mon Lightroom ou DxO de base. C'est ça, exactement. D'ailleurs, je vais voilà. Alors, donc en fait, comment ça se présente? Ici, donc on a notre système. Donc ça ressemble quand même à beaucoup de logiciels photo. C'est pas très très compliqué. Donc à gauche ici, vous avez les différents outils. Nik, ce sont les outils que la Nik Collection vous propose. Nikon a fait? Non, toujours pas. Nikon n'a rien à voir là-dedans. Et donc, Nik, ici, vous avez... je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va être long, ça va continuer comme ça. Et donc, vous pouvez... là, vous aurez tous les outils que DxO vous propose via la Nik Collection. Vous voyez qu'il y a déjà des pré-réglages que DxO vous propose, et vous avez ici les visuels, les previews, et ça impacte directement la photo quand vous passez la souris dessus. Ça, donc, pour les personnes, c'est ça qui est bien avec la Nik Collection, c'est que soit vous êtes quelqu'un d'aguerri en photo et vous allez soit prendre quelque chose que la Nik Collection vous propose déjà et le retravailler, soit partir d'une page blanche, soit vous avez juste envie de donner un mood à votre photo, mais vous n'y connaissez rien en retouche, et bien vous pouvez aller choisir quelque chose qui est déjà proposé par la Nik Collection. Et j'imagine que ces presets, en tout cas les propositions que la Nik Collection nous propose, on va pouvoir... je l'ai passé un peu ici en revue. Voilà, c'est ça, on va pouvoir refine-tuner les différents paramètres. Évidemment. Si j'en charge un, mais je vais pas le faire ici parce que sinon ça va foirer toute ma vidéo. Sanders, je comprends. Mais on va avoir tous les outils ici et puis on va pouvoir les recharger. C'est ça. Vous voyez ici ça change. Il y a déjà des choses qui sont très beaux. J'ai vu quelque chose, ça c'est pas mal. Par exemple. Il y a déjà des choses qui sont vraiment très très belles. Mais Monsieur Sanders, ici, on va partir d'une page blanche. Et donc, vous avez ici tous les filtres qui sont disponibles. Et donc, chaque filtre est une couche qu'on va pouvoir utiliser pour... C'est un calque. Ça, c'est important. Donc, on est un peu dans l'esprit Photoshop, j'ai envie de dire, en mettant des gros guillemets, mais c'est un calque. Et c'est très, très important. Et là, on a vraiment une grosse différence avec... je n'ai pas vu, je ne veux pas savoir. Je le verrai en revoyant la vidéo. Donc, en gros, ces calques, l'ordre de ces calques et le choix des calques va être très important. Si vous prenez votre logiciel comme Filmlab par exemple, ou Lightroom si vous êtes n'importe lequel, en fait un logiciel de développement va vous imposer un ordre d'outils. Effectivement, c'est souvent l'exposition pour commencer, et plus je descends, plus je vais dans le color grading et dans ce genre de choses. Exactement. Pourquoi? Parce que le logiciel de développement estime qu'il va vous donner un chemin à suivre, une sorte d'entonnoir en disant d'abord on fait l'exposition, puis les contrastes, et donc en fait tout ce que vous avez fait avant va impacter tout ce que vous allez faire après, ce qui est tout à fait logique. Ici,
vous pouvez changer l'ordre des calques comme vous le voulez. Donc, par exemple, votre exposition ou votre contraste, vous pouvez le mettre à la fin. Mais ça veut dire que votre exposition ou votre contraste va impacter l'entièreté de ce qui a été fait avant. Donc, si vous avez fait, par exemple, une colorimétrie avant, eh bien, le contraste va impacter la colorimétrie précédente. Bien sûr. D'accord? Donc là, on est plutôt dans un esprit de calque. Ça, c'est important à avoir. Donc, en fait, quand on a la Nik Collection, vous allez un peu chipoter dedans, vous amuser avec et vous allez voir, vous allez pouvoir drag and dropper, encore une fois, vos filtres et voir dans quel ordre ils sont le mieux. Ici, j'ai ma photo. Ma photo, elle a été traitée au préalable et très important, ma photo RAW qui a été faite avec un GFX 100 S2. Donc, on a un gros fichier de 100 millions de pixels, etc. Le RAW a été évidemment dématricé par Puro. On y reviendra tout à l'heure. Oui. Et puis alors après, dans mon logiciel de développement, j'ai préparé le fichier pour qu'il soit parfaitement exploitable. D'ailleurs, je pense que j'envoie cette photo à Monsieur Sanders sur WhatsApp, il va me dire oh là là, très belle photo. Et ça fonctionne déjà. Là, ici, on va faire un parti pris. C'est de la stylisation. Je le répète encore, la Nik Collection, c'est donner une identité qui vous ressemble à votre photo. Ce qui veut dire que après, c'est un parti pris. Les gens qui vous suivent, qui aiment, par exemple, vos photos, etc., vont certainement aimer le résultat. Des personnes qui n'aiment pas vos styles vont dire, je préférais la photo sans les retouches. C'est tout à fait possible. C'est là où ça devient très subjectif. C'est de l'art. Oui. Donc ça devient très subjectif. Vous voyez ici, en haut, on a comparé. Moi, ce que j'aime, c'est la comparaison par défaut, donc gauche-droite. Là, on est tout à droite. Donc, si je laisse comme ça, à chaque fois que je vais faire des changements ici, ça va apparaître là. Si vous voulez à gauche, vous aurez la photo neutre. Et là, comme il n'y a pas de changement, il n'y en a pas. Mais on va le voir bien. Voilà. Donc ici, j'ai l'ordre de mes calques. Pour ajouter les calques, il suffit d'appuyer sur plus. Ils vont directement apparaître à droite dans l'ordre dans lequel vous donnez. Donc à gauche, c'est la bibliothèque de calques. À droite, c'est les calques actifs. Exactement, vous avez tout compris. On retrouve des choses qu'on connaît comme l'histogramme ici à droite, des choses comme ça. Les histogrammes, faut toujours les prendre avec des pincettes puisque évidemment, on a un modèle qui est tout habillé de noir, avec etc. Donc l'histogramme tire à gauche alors que la photo est bien exposée. Pour rappel, l'histogramme vous montre la quantité de lumière, de noir, de gris moyen, de rouge, de bleu, qui sont présents dans votre photo. Donc quand vous avez une photo de nuit, l'histogramme sera complètement à gauche. Si vous êtes par contre à la mer avec un gros soleil tapant, il sera complètement à droite. Il ne témoigne pas que de votre exposition. C'est ça. Ouais, voilà. Exactement. Alors moi, je démarre toujours. La première chose que je démarre, avec laquelle je démarre, c'est, et vous voyez que c'est pas l'exposition, parce que l'exposition, je suis censé l'avoir fait correctement avant. Oui. Sinon, il y a un outil d'exposition dans la Nik Collection, mais comme je vous ai dit, vous allez impacter un fichier qui est déjà compressé, donc autant l'avoir fait sur votre RAW au préalable. Donc tout ce qu'on peut essayer de faire pour neutraliser, bien exposer la photo. L'étape d'avant. Exactement. Donc moi je démarre avec les contrastes pro. Et vous allez voir que, parce que là aussi vous allez me dire, même Monsieur Karim, le contraste, je le fais bien. Je ne parle pas comme ça. mais vous pouvez le faire, mais le contraste, vous pouvez le faire dans votre logiciel de développement. Oui, mais dans la plupart des logiciels de développement, à part Photolab, parce qu'on voit que là on est dans la même famille, c'est ça. où là Photolab ils ont quelque chose dans le contraste qui est très très malin et qu'on retrouve ici dans la Nik Collection, mais dans la plupart des autres logiciels de développement, c'est du contraste. Oui. Donc ça va impacter toute votre lumière, toutes vos ombres, etc. Le contraste pro, d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle pro. Ok. Parce que c'est pour les pros. Je commence toujours par ça. En fait, je vais encore aller fine-tuner le contraste de base que j'ai fait dans mon logiciel de développement. Donc, je vais l'activer ici. Vous voyez, hop. Oh là là, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on voit quand on clique. On peut le switcher. Alors, là aussi, petit préambule. Donc, la photo a déjà été retouchée au préalable. Pourquoi? Parce que, je regarde beaucoup de vidéos YouTube comme vous, les bistronautes. Ah oui, retouchée, vous voulez dire, elle est déjà finie, là. Elle est déjà finie. C'est juste que j'ai désactivé mes calques. Et on va voir au fur et à mesure. Parfois, je vous ferai des avant-après quand même. Comme ça, vous verrez. Mais, en tout cas, moi, je ne sais pas vous les bistronautes, dites-le moi en commentaire, mais je regarde beaucoup de vidéos de retouches sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et avoir un retoucheur qui fait alors là, je vais mettre, je vais plutôt mettre 10, je vais mettre 7. Oui, donc vous avez quand même déjà... Oui, c'est ça. Je préfère vous expliquer pourquoi je l'ai fait que de commencer à réfléchir en live. Et on répondra tout à l'heure, quand vous aurez terminé votre photo, on va essayer de s'en rappeler du temps que vous avez passé pour arriver à ce résultat-là. Bien sûr, parce qu'évidemment, là, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, Contrast Pro, je les active, je réactive, on voit directement la différence. Donc, en gros, Contrast Pro, il y a plein de contrastes dans le contraste. Oui. Alors, je vais vous l'expliquer très vite. Donc, on a la dominante de couleur. Corriger le contraste, là, on est sur du contraste classique. Donc, la dominante de couleur, il va aller via le contraste corriger une couleur qui serait trop dominante et
trop saturée ou trop présente dans votre photo. Corriger le contraste, là il va corriger le contraste de manière globale, mais le plus fort, c'est le dynamique. C'est le contraste dynamique. En fait, le contraste dynamique, il va renforcer votre relief, mais surtout, la différence d'un contraste classique, c'est qu'il va ne pas cramer vos hautes lumières. Vous savez, quand vous contrastez beaucoup, ça va aller taper dans votre lumière. Lui, il va éviter de le faire. Le contraste dynamique, il est très fort, il va donner du volume aussi à votre sujet, et il densifie l'image sans la durcir. Donc juste un contraste dynamique. Juste contraste dynamique. Ouais. Okay. Donc c'est vraiment, et ça c'est quelque chose qui est propre à DxO. Donc bravo les mecs, parce que ce contraste dynamique, il est vraiment très fort. Donc on le retrouve maintenant aussi dans la Nick Collection, qu'on avait, je pense, déjà ça dans la 8 peut-être, ou c'est nouveau Contrast Pro. Contraste Pro, on l'avait déjà dans la 8. C'est ça. Quand c'est nouveau pour la 9, je vous le signale. Vous ferez des grands signes. Je ferai des grands signes. Vous ferez 9. Après évidemment, on peut, c'est ça aussi, je trouve ça très malin, c'est que dans l'onglet contraste, ils ont quand même mis les ombres et les tons clairs et les hautes lumières. Donc on peut encore les retravailler après avoir travaillé son contraste. Et après, comme tout calque, on peut mettre de l'opacité. Ici, je l'ai laissé à 100%. Parce qu'on veut que ça appuie. Donc avant, après, moi je trouve déjà qu'on voit déjà une belle différence entre les deux. Je dirais qu'on a remis en gros spot. Ouais, exactement. Voilà, exactement. Oui. La deuxième. Refermer un peu le contraste pro, comme ça on verra bien. Voilà. Le deuxième calque ici qu'on va développer, c'est neutraliseur de blanc. Et ça aussi, c'est incroyable. Neutraliseur de blanc, je vais l'activer. Alors, je sais pas si on voit bien la différence. Elle est très subtile. Oui, ok. On va vous croire. Oui. Et on viendra plus tard aussi. Il y a deux choses dont on doit parler. Le temps que vous avez mis et l'importance de vos moniteurs. Ouais, exactement. Donc en fait, peut-être que vous, d'ailleurs, les bistronautes, quand je fais avant-après, vous le voyez plus que nous. Parce que nous, évidemment, quand on tourne cette vidéo YouTube, on a un écran de contrôle. C'est plus un écran de retouche. Et je vous assure que ce que je vois là, c'est pas ce que j'ai vu sur mon écran de retouche à la maison. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Oui. Donc en fait, le neutraliseur de blanc... Alors, on est dans la philosophie de la balance des blancs, mais c'est pas la balance des blancs. En gros, il va donner une homogénéité à votre température de couleur. Donc, on a une pipette ici que vous pouvez sélectionner et vous allez devoir aller chercher ce que j'appelle moi un blanc sale, alors que dans votre, j'essaie d'être le plus clair possible. Hein. Donc, en fait, quand vous faites votre balance des blancs dans votre logiciel de retouche, vous allez chercher du gris. C'est vraiment du gris neutre. C'est ça. Le neutraliseur de blanc. Il porte bien son nom, c'est un neutraliseur de blanc. On va plutôt chercher un blanc sale, donc pas un blanc qui pète. Vous allez chercher un blanc un peu fatigué, et vous allez mettre votre pipette dessus. Et lui, en fait, le logiciel va comprendre que ce blanc-là, il doit en faire un blanc homogène sur le reste de la photo. Ah oui, ok. Et on va redonner un ton un peu. Alors ici, en fait, j'avais gagné un petit peu dans les verts, etc. Bon, ici, on le voit un peu moins. J'espère que vous le voyez un peu plus sur chez vous, les bistronautes. En tout cas, l'outil existe. L'outil existe, tout à fait. La troisième chose ici, c'est et là, alors là, je vais absolument marquer l'arrêt là-dessus. C'est le Film FX. En plus, c'est quelque chose qui doit vous plaire, ça, Monsieur Sanders. C'est les simulations de films. Oui. Donc le Film FX, vous voyez, en plus, regardez. Oh là là, il y a je vous assure, les bistronautes, que vous pourriez juste faire ça. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si vous avez un JPEG, vous chargez juste Film FX. Film FX, c'est incroyable. Incroyable. Donc je vais le charger, vous allez voir la photo, c'est vraiment le cœur de ma retouche. Hein. Quand je vais le charger, la photo... Voilà. Donc en fait, Film FX, là, ça n'a plus rien à voir. On va donner un coup. Le but, c'est de donner... On reconnaît du Fuji. Il y a le verre qui est remonté. Exactement, justement. Oui. Donc en fait, c'est un peu de la nostalgie et encore un appel du pied, j'ai déjà fait dans mon vidéo à Fujifilm, c'est du Fuji 400H. S'il vous plaît, ressortez la Fujifilm 400H. Oui, s'il vous plaît. Il n'arrête pas, nuit et jour, le matin, comme téléphone. Et donc, chaque fois que je l'ai dans un logiciel de retouche, je la remets. Alors, elle est légèrement différente du Fuji 400H que vous avez dans Filmpack. Certains vous diront qu'elle est mieux dans Filmpack, d'autres vous diront qu'elle est mieux dans la Nick Collection. Vous l'avez là. Elle est différente. Ouais. Voilà. Donc là, je charge et vous voyez que vous avez plein d'autres films qui sont là. Ici, on charge la 400H qui est juste ici. Et juste petit détail, pour ceux qui ont l'habitude de l'environnement DxO, ce n'est pas le Filmpack qui a été réintégré. Non, c'est d'autres interprétations. Sur ma machine, je l'ai aussi. Et quand je me suis dit, tiens, est-ce qu'il a été recherché dans le Filmpack? Et on nous a dit, non. C'est vraiment autonome. C'est ce que vous avez quand vous prenez la Nick Collection 9 et le module Color FX. En fait, c'est vraiment deux équipes qui travaillent sur les logiciels et ils ont leurs interprétations des pellicules différentes. Et je sais pas s'ils font des rings de box chez DxO en disant c'est moi qui est la meilleure. Mais en tout cas, les deux sont très intéressantes. Donc voilà. Et puis il y a certaines pellicules que vous retrouvez dans Filmpack que vous n'avez pas dans la Nick Collection. Hein. Filmpack est plus fourni en pellicules. Oui. J'étais quand même un peu surpris quand même. Ouais, il y en a quand même quelques-unes. J'ai quand même un petit peu regardé aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, je vous montre quand vous chargez le Film FX, ça c'est intéressant. Quand on charge le Film FX, à la base,
il met de l'ACFA Precia 100, il met les valeurs par défaut, etc. Et après, vous devez aller choisir votre... Faites-nous un petit commande Z. Voilà, et on revient à ma commande. Voilà. Alors, la première chose quand vous chargez le film, c'est que vous pouvez charger la musique et du contraste, si vous voulez, mais ça, c'est le contraste du film. Vous voyez, on n'est plus sur le contraste de la photo. Oui, oui. Vous allez jouer sur le contraste de votre pellicule. Ok. Et puis alors après, je vais jouer sur pas mal de choses. Vous voyez ici, j'ai travaillé mes rouges, mes jaunes, mes verts, mes bleus, mes saillants, au niveau de la sensibilité et de la saturation. Okay. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que si je cherche cette pellicule-là, je vais pas vous le montrer ici, mais avec les valeurs par défaut, j'ai la peau qui est beaucoup trop saturée rouge-orange. Oui. Donc j'ai été un peu la calmer, vous voyez ici dans ma saturation. Par contre, mes verts sont un petit peu ternes, donc je suis allé un peu les rebooster là-bas, émission aussi, surtout pour le fond de l'image. Voilà, donc ça vous pouvez le faire. Et puis alors après, vous avez la courbe de tonalité que vous connaissez aussi, la courbe RGB qui est ici. Et ben elle se retrouve là-bas. Donc, comme je vous ai dit, cet outil-là, il peut servir pour tout. C'est ça. Et là, j'ai fait la fameuse courbe en S. J'ai remonté légèrement mes ombres pour déboucher un petit peu. J'ai baissé mes hautes lumières pour donner un effet. En fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si vous le laissez, si je charge une simulation de pellicule, c'est pour retrouver le mood argentique. Monsieur Sanders, ne me frappez pas. Je ne cherche pas une vraie pellicule. Je ne cherche, mais je vous connais par cœur. Je ne cherche pas une vraie pellicule, mais en tout cas, la courbe en S est très importante si vous voulez donner un look éditorial et pellicule à vos photos. C'est justement de ne pas donner ce look trop numérique à vos hautes lumières et à vos ombres, justement en les débouchant un petit peu à gauche et en les rabaissant à droite. Et puis alors après, donc là c'est vraiment les noirs et les blancs plutôt. Et puis alors vos hautes lumières. C'est l'inverse. Le noir est en bas. Pardon, c'est le contraire. Et là aussi, vous pouvez jouer après sur vos tons moyens et vos hautes et basses lumières et créer cette fameuse courbe en S. Je vous rassure, on peut boucher les films aussi argentiques. Oui, bien sûr, on en reparlera. À droite, par contre, il y a d'autres choses qui se passent. Oui. Voilà. Et alors, la dernière chose, vous voyez, on est vraiment dans une simulation de pellicule. On a le grain par pixel. Donc, en fait, c'est le taux de grain par pixel que vous allez mettre. Okay. Alors, honnêtement, j'ai dû travailler vraiment là-dessus parce que c'est difficile de comprendre ce qu'ils entendent par 200, 300, 400 grains par pixel. Donc on essaye, généralement moi je tape toujours entre 300 et 350 de grains et on a quelque chose qui est vraiment pas mal. On voit d'ailleurs que la photo est un peu plus granuleuse et donc elle a un peu plus de texture, ce que j'aime beaucoup. Donc on clone un peu l'esprit argentique à travers ce calque-là. Tout à fait. Puisqu'on parle de calque, j'ai retenu la leçon. Alors maintenant, vous allez me dire encore du contraste. Bah oui, en fait, c'est Nick contraste. Nick ton contraste. Et donc ici, j'ai travaillé sur le contraste tonal. Mais le contraste tonal, c'est encore différent du contraste classique, c'est encore différent du contraste dynamique. Ici, on va travailler les micro-contrastes. Oui, ok, ça va. Ok. Oui, c'est pour ça qu'il s'appelle compte tonal. Exactement. Voilà. On va travailler. Alors regardez, je vais l'activer ici. Voilà. Oh. Mais il y a un peu ça dans DxO Photolab. Ah mais de toute façon, on est dans la même famille. Dans la famille contraste, il y a micro-contraste. Oui, et ben là, on est sur contraste tonal. Mais donc, vous, seulement dans DxO Photolab, vous avez micro-contraste, punted line. Oui, c'est ça. Il est à sa place. Là, contraste tonal, regardez encore ce que j'ai en dessous. Oui. Ok. Donc, on va se taire tout de suite. Donc, ici, en fait, je vais travailler mes tons clairs, mes tons moyens, mes ombres, ma saturation. Vous voyez, surtout le contraste tonal, ce qu'on peut aller faire. Alors, ici, je vais vous le remettre là-bas. Normalement, il arrive comme ça. C'est un peu trop fort. Donc, c'est pour ça que généralement, je vous conseille de mettre l'opacité un peu plus basse. Et puis alors, après, de travailler vos tons clairs, mais ça, c'est selon votre photo. Moi, ici, j'ai augmenté un peu mes tons clairs pour aller surtout rechercher quelque chose de sympathique à l'arrière et de pouvoir ressortir mes hautes lumières. Ici aussi, dans mes contrastes des rochers, la peau, etc. On travaille quand même pas mal ici. On va vraiment travailler la profondeur. En plus, on a différents plans sur la photo. Le contraste tonal va permettre dans le micro-contraste encore d'aller ressortir et donner un effet 3D à la photo. Ouh là, ma grosse main. D'aller sortir un effet 3D à la photo. Je ne touche jamais à la saturation par contre du contraste tonal. Parce que là, ça devient un peu trop fake selon moi, mais c'est encore une fois... C'est les goûts, les couleurs. Exactement. C'est le cas de le dire quand on fait de la colorisation. Pas mal. Et donc voilà, encore pour le contraste tonal. Monsieur Sanders, vous avez une question? Oui, en fait, moi j'ai un petit point de précision, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de toucher à l'ADN de votre image pour donner ce mood, en faisant des micro-contrastes, des micro-ceci, des petites touches de blanc, du machin, du bazar. On espère que les bistronautes ont un écran qualitatif à la maison pour nous regarder. C'est très important, ça. Et donc, ça me fait penser, on le voit déjà un peu nous sur notre écran de contrôle. On n'a pas exactement le même résultat que vous aviez cet après-midi au studio. Non, d'ailleurs, on pourrait même se dire, est-ce que le résultat qu'on a nous,
c'est le bon résultat ou notre écran en fait peut-il influencer nos résultats? Bien sûr. Donc déjà en fait il y a beaucoup de choses. Hein. Donc déjà retoucher sur un écran qui est calibré. Si vous n'avez pas un écran professionnel, au moins calibrez-le. Il y a des outils, il y a des manières de le calibrer de manière un peu bricolage. Sinon il y a des sondes qui existent. Il y a des sondes pour tous les prix. Donc il y a des sondes amateurs mais qui vont déjà faire du bon boulot. Mais c'est important en fait. En fait c'est important que vous retouchiez sur les vraies couleurs. Au moins, vous avez le sentiment du devoir accompli, mais vous ne pourrez jamais contrôler la qualité de l'écran de la personne qui va regarder votre photo. Jamais. Exactement. Et c'est une des difficultés que nous, on peut rencontrer au bistrot de la photo, c'est quand on vous propose des images qui sont passées sur des moniteurs calibrés et moniteurs pro, Monsieur Karim et moi on est équipés, de temps en temps, on ne sait pas comment vous allez pouvoir, si vous le regardez sur un smartphone, ou une télé, ouais. ou l'écran de votre ordinateur, de votre tablette, dans quelles conditions, parce que la luminosité ambiante va aussi venir. Moi, la fois dernière, j'ai fait des choses en noir et blanc ultra précises, et dès que j'ai regardé sur mon téléphone, je fais... Où est passée la demi-heure de recherche que j'ai fait et tout avait disparu. Et puis il y a plein de choses aussi, il y a les traitements, vous le mettez sur les réseaux sociaux, on sait que les réseaux sociaux reprocessent, oui. YouTube reprocesse, donc on n'a pas le contrôle là-dessus, donc à un moment il faut savoir faire avec, sinon on dort plus. C'est ça, et donc là où je voulais en venir, c'est si effectivement vous êtes dans la réflexion du color grading, de ces filtres créatifs, créer des moods, pensez bien quand même à savoir quel est l'écran que vous avez, en tout cas, est-ce qu'il est capable de reproduire toutes ces petites choses, parce que simplement si je reprends le contrôle tonal, on a quand même plein de petites tirettes qui sont apparues. Ces tirettes ont une interaction avec l'image, bien évidemment. Il faudrait au moins que votre écran soit capable de vous la montrer, ou sinon vous allez partir à des plus 30%, des moins 40%. Et ça, je vous le montre, voilà. Oula. Donc en fait, pour vous montrer comme c'est pointu, quand vous chargez le contraste tonal, voilà à quoi il ressemble. Hein. Donc après, c'est pour ça qu'on doit refaire des micro-réglages, etc. Et c'est comme ça pratiquement pour tous les filtres. Donc ça, on passe du temps. Pour revenir d'ailleurs à ce que je disais en préambule, c'est pas un logiciel de développement, donc c'est pas un logiciel non plus de traitement par l'eau. C'est ça. Vous prenez une photo et vous dites celle-là, c'est celle que je préfère, je vais tout donner dessus et j'ai peut-être passé 45 minutes à 1 heure dessus. C'est important parce que ça là, j'ai envie de l'imprimer. C'est comme je le disais au début. On va se remettre comme ça parce que c'est important. Oui, mais non, vraiment. Pas de traitement par l'eau, ça veut dire je fais un mariage, j'ai 378 clichés, ça va plutôt être énorme comme travail si je dois passer par là. Mais par contre, si les 3 photos... si les mariés vous disent ces 3-là, j'aimerais vraiment bien les mettre dans un cadre et les imprimer, ou que ce soit la couverture de mon album, là, on va passer chez nos amis de Nick Collection. Et juste pour faire un parallèle avec évidemment ce que moi me préoccupe quand je suis en chambre noire et que je tire sur des agrandissements en A2 ou en A3 ou en A4 de photos noir et blanc, je peux passer 2 heures sur une photo. Je vais sortir, ça va sécher, les contrastes vont changer, je vais faire des micro-ajustements, tiens là je dois faire un peu de masquage. Évidemment. Et au final, cette photo, évidemment, va dans un cadre, hein, c'est les photos qui sont là autour, mais il y a des photos, j'ai passé la moitié d'une après-midi, d'un dimanche après-midi, pour arriver à mon résultat. Donc finalement, ce que je peux comprendre déjà, dans un premier temps par rapport à ce logiciel, c'est que passer du temps pour arriver à bien exploiter la qualité de son image et arriver dans le mood que l'on veut, déjà, dans les années 60, 70, 80, c'était déjà la norme. Donc je veux dire, la productivité est venue par après, mais reprendre le temps de bien styliser sa photo, ça fait partie du jeu. Alors attention quand même que Nick Collection vous permet vous pouvez peut-être remettre d'ailleurs, je vais vous le montrer, mais Nick Collection permet ici enregistrer le pré-réglage. Bien sûr, et on peut créer son preset. Vous pouvez créer votre propre preset pour appliquer sur vos autres photos. Mais comme vous voyez ici, je n'ai pas de galerie. Je peux pas sélectionner 20 photos et appliquer sur toutes. Ah oui, ça va être du 1 par 1. Oui. Donc en fait, je recharge une nouvelle photo via soit envoyer vers via votre logiciel de développement, soit drag and drop dedans et je réapplique mon preset. Donc il n'y a pas de appliquer le preset sur ma sélection. Parce qu'il n'y a pas de sélection puisqu'il n'y a pas de catalogue. Ouais. Alors je vais quand même mettre une nuancée là-dessus. Il est possible de réappliquer votre preset de ColorFX par exemple. Si vous êtes sur Photoshop par exemple, vous pouvez réappliquer directement le preset de la photo précédente sur la nouvelle photo. Mais encore une fois, Photoshop c'est pas du lot. Hein. Donc oui, c'est ça. En fait, on est effectivement, vous l'avez bien dit, ce système de calque ici qu'on va pouvoir changer de place. Ouais. On est quand même dans une philosophie plus proche d'un Photoshop que d'un DxO, d'un Lightroom. Exactement. Et alors, ça c'est important également. C'est une nouveauté qu'ils ont amenée dans la Nick Collection 8, mais qui est sortie quand même il y a pas longtemps, la Nick Collection 8. J'en parle un peu plus dans ma vidéo, donc je vous invite à aller la revoir. Mais il y a quand même une nouveauté qui est sympathique pour les utilisateurs Photoshop, c'est que maintenant vous pouvez réexporter la photo
en calque et choisir le type de calque dynamique, etc. Et donc, il va l'amener sur le type de calque sur lequel vous voulez travailler directement dans Photoshop, ce qui n'était pas le cas apparemment sur la Nik Collection 7. Moi, j'ai commencé à l'utiliser sur la 8, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'était une nouveauté. Donc ça, c'est intéressant. Aussi, ce qui veut dire qu'en fait, il va renvoyer sur un calque au-dessus de votre photo sans, en gros, appliquer le calque de base. Je ressens de temps en temps ce que mes amis me disent quand ils regardent nos vidéos, de temps en temps, ces techniques, on comprend rien. Tout à fait. Oui, mais là, voilà, exactement. Oui, mais c'est vrai que M. Sanders Photoshop, c'est un milieu. Alors là, s'il y avait, passons, avançons. Alors, la nouvelle, donc vous voyez ici, j'ai une photo qui est déjà stylisée, etc. Mais je trouve que elle n'a pas encore assez ce côté éditorial et surtout cinématographique. Il y a un outil qui est super bien. Alors, il y a deux outils qui sont super bien. Le premier, je vais vous montrer, il existe depuis les précédentes versions. Oui. Et ce qui est bien, c'est que là, j'ai pu additionner les deux. L'ancien outil, qui s'appelle Lueur Glamour, qu'on va voir tout de suite, et vous allez voir qu'il y a un nouvel outil qui va encore rajouter autre chose pour donner encore un look plus cinématographique. On vous regarde. La première, c'est Lueur Glamour. Oui. Alors, c'est très bien pour l'éditorial, surtout quand on fait du portrait. Donc, avant, après, on ne voit pas grand-chose encore sur votre écran, M. Sanders. Désolé, ce sont des écrans de contrôle. Mais voilà. Mais j'espère que vous. De toute façon, voyez. on mettra quand même à la fin la photo avant-après, en très haute résolution, pour montrer un peu tout ça. Alors en fait, si peut-être je le mets, parce que je vais essayer. Allez-y peut-être un peu fort. Non. Voilà. Donc ça, c'est Lueur Glamour quand il est mis en opacité 100. Vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus Est-ce qu'on peut soft. rentrer un peu dans la photo Je pense que oui. Là aussi, je pense. 8%, je vois là. Oui, c'est ça. Voilà. Vous voyez, si je fais. Oh, on voit le grain maintenant. Oui, on le voit bien. Ah oui. Avant, après, vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus soft. Oh, c'est pas mal ça. Oui, maintenant, il va falloir revenir en arrière. Plusieurs fois, mais c'est pas grave. Voilà. Là, on a mon réglage. Est-ce qu'on peut regarder avant-après maintenant? Avant-après, voilà. Ici, c'est très C'est très léger. Comme de quoi l'importance du moniteur, on y revient, parce que ça, vous le voyez cet après-midi quand vous préparez la vidéo. Oui, évidemment. Sinon, je l'aurais pas fait. Je me serais pas amusé à le faire. Mais voilà. Donc en fait. Ici, on va peut-être, je vais vous le montrer un peu sur l'opacité. Je suis quand même très surpris. On voit c'est 8% qu'il est marqué tellement il y a des millions de pixels. Oui, c'est du GFX. Mais voilà, donc je vais vous le montrer ici un peu plus comme ça, parce que pour être sûr que vous le voyez. Mais donc avant, après, on a quelque chose d'un peu plus soft qui va donner un petit peu d'effet bloom en fait, dreamy, comme je l'appelle généralement, à la photo. Moi, je vais remettre quand même le pré-réglage. Le pré-réglage de base. Voilà. Et on va le remettre. Voilà. Et donc en fait, ça va donner un côté un peu plus soft, qui se verra sur vraiment un écran calibré, mais cet effet-là, qui est très très léger ici, va se voir également à l'impression. C'est ça qui est intéressant. De toute façon, logiquement, quand j'imagine, si votre photo est déjà bien prise, bien exposée, on va être sur des petits détails, évidemment, sauf si je bascule dans des choses très artistiques, très punk, je veux dire, ou agressives, avec le rouge qui sort, ou des effets d'élation très forts. On va quand même en rester dans quelque chose de plutôt subtil. C'est ça. Et le avant-après sera plutôt subtil. En tout cas, c'est votre choix. Oui, exactement, c'est ça. Alors justement, il y a celui qui vient après est là pour parfois ramener un petit peu de matière à votre photo, justement après la Lueur Glamour, qui parfois peut donner un côté un peu trop soft à votre photo. C'est le fameux Clearview. Vous retrouvez dans toute la famille DxO. Moi, je l'utilise de temps en temps. Oui, Monsieur Sanders, c'est assez bien le Clearview. Ouais, ça marche pas mal. Alors le Clearview, faut pas en abuser quand vous faites du portrait ou de l'éditorial comme moi, quand il y a un être humain. Ça fait des choses bizarres. Ouais, c'est ça. Mais là, en fait, sur l'architectural et sur le paysage, et là, vu qu'on a beaucoup de paysages, le Clearview peut très bien fonctionner si on y va avec parcimonie. Donc, je vais activer le Clearview. Voilà, là on voit quand même une petite différence, Monsieur Sanders. Augmentez juste un peu pour juste l'intensité, on va un peu. Allez-y. Voilà. Ok. Voilà. Donc on a vu ce que ça faisait. Donc voilà. En fait, ça va corriger le voile pour certaines personnes qui connaissent d'autres logiciels. On est un peu sur une correction de voile. Et le Clearview, en fait, je vais récupérer du contraste, je vais améliorer la lisibilité de la photo, je vais renforcer sa profondeur. On peut le voir ici si je remets un peu l'intensité. Hein. On va voyez ici à l'arrière. Faites un peu le avant-après comme ça. 42. Voilà. Il y a comme ce voile. Bah oui, c'est ça en fait la correction de voile. Comme ce brouillard derrière. Qui est c'est ça. Qui part. Et encore une fois, peut-être que certains d'entre vous préfèrent cette version-ci que la mienne. Hein, mais je trouvais c'est pas mal. Moi. Monsieur Sanders n'a pas de goût. C'est bien connu. Et donc voilà, moi je préfère que ce soit subtil parce que quand vous restez dans le subtil, vous en faites pas trop. Et vu que c'est beaucoup de couches les unes après les autres, si vous commencez à taper à fond sur chacun des effets, moi j'appelle ça les effets de tarte à la crème. Exactement. Et du coup, tout d'un coup, voilà. Alors attention, roulement de tambour. C'est nouveau. On arrive sur un nouveau
nouveau. C'est ce qu'on avait dit, hein. On faisait neuf avec la main. Maintenant, c'est neuf. Allez, hop, oui. Et donc, ici, on a l'effet brouillard. On peut donc rajouter du brouillard. Alors, Ça aurait été de la pluie, ce qui est surtout nouveau, ce que je vais vous montrer, c'est comment appliquer le brouillard. C'est ça qui est nouveau, surtout. Alors je suis déjà tout oui parce que brouillard en plein milieu de ce décor, qui a l'air Exactement. plutôt pas très brumeux. Donc, je vais déjà l'activer. Oui. Final, vous voyez, ici à l'arrière, on a le brouillard. Il y a du un changement là. Il y a du brouillard. Dites-moi, il y a eu comme un calque là qui s'est passé. Pardon? On dirait qu'il y a que l'arrière qui se prend le brouillard. Exactement, il y a que l'arrière. Bien vu, Monsieur Sanders. Quand même. Alors, déjà, votre brouillard, vous pouvez changer l'intensité qui est ici. Hein, vous pouvez... oh là là, Oh là là. Donc, il vaut mieux y aller. Hein, il vaut mieux Oh le baisser, votre brouillard. Je vais même le baisser un peu plus que Alors, j'avais fait. Nick Collection prend un peu de la ressource, on peut le dire, sur les ordinateurs à la pomme. Oui. Et donc, peut de temps en temps, voilà. En plus, on en a deux ouverts parce qu'il y en a un autre que vous ne voyez pas. C'est parce que pour M. l'instant. Sanders a une charrette. Hein, il a, Oui, on est ça. sur un Mac Mini Oui, M4. voyons. Moi, j'ai un Mac Studio M. Moi, monsieur, j'ai un appareil, je fais des photos argentiques. Je n'ai pas besoin d'ordinateur très puissant. Donc voilà, mais ici, bon, je fais ce que je peux avec la charrette de M. Sanders, mais c'est vrai que l'optimisation sur Apple pourrait être meilleure, je vous l'accorde. Donc, en fait, ici, quand j'applique le brouillard, d'ailleurs, on va peut-être, je vais faire un petit contrôle, on va faire ça. Vous voyez, en fait, le brouillard s'applique partout. Et moi, je ne veux pas qu'il s'applique partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, c'est pas beau. Non, évidemment, donc ça n'a aucun intérêt. Donc, je vais revenir en arrière. Vous voyez ici qu'on a réglages locaux. Okay. Et dans les réglages locaux, j'en ai différents ici. Masque de profondeur, c'est ça je vais faire semblant d'en ajouter un pour que vous puissiez le voir. Ouais. On a masque de profondeur qui est ici. Et vous voyez, il est marqué AI. Parce que maintenant, en 2026, si on met pas un peu d'AI, on est has-been. On a raté sa vie. Ouais. Et donc, en fait, c'est une intelligence artificielle qui va vous aider, qui va... C'était pas vous. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas d'intelligence du tout là-dedans. C'est ce qui est, en fait, ce qui va permettre d'aller, qui va comprendre, en fait, la profondeur de votre... Okay. Et donc, en gros, vous allez lui dire, moi, je veux que ce ne soit que sur les montagnes à l'arrière, etc. Mais dites-moi, vous avez dit AI, donc ça veut dire qu'on a un truc de création d'images? Non. Alors, merci DxO d'ailleurs. DxO utilise l'intelligence artificielle au service de l'utilisateur. Ça restera toujours un outil. Il fait le café. Vous restez, pas encore. Vous restez maître, en fait, toujours de votre photo. Donc, en fait, il ne va pas vous créer des choses, vous inventer des choses. Il n'est pas pour rajouter un petit lapin rose à côté du modèle. C'est ça, on peut pas lui dire, remets-lui des chaussures. Non. Donc voilà, on n'est pas là pour ça. Mais par contre, c'est un outil qui va accélérer les sélections, qui va des choses comme ça. Donc, au service, c'est exactement ce qu'on a dit. Parce qu'effectivement, j'aurais pu prendre mon pinceau à l'ancienne et m'amuser à dégrossir. Voilà. Ah oui, ok. Donc, vous voyez, voilà, là, il a sélectionné le fond, parce que je vais sélectionner le fond. Et après, on peut encore, là-bas... refaire des micro-corrections. Mais on peut même déjà sélectionner la profondeur. Donc déjà l'opacité, si vous voulez. Hein, voilà. C'est ça, oui. Donc, et alors, on peut ici sélectionner la profondeur. Donc, vous voyez, ici, c'est l'infini. Oui, vous connaissez ces signes-là. Oui. Et donc là, j'ai mis le plus proche de l'infini pour que... Vous voyez, je peux encore un peu réduire. Ah oui, pas mal, donc ça. on recule dans le plan, évidemment. Oui. Par contre, on peut lui dire, non, je veux que tu avances. Et tu passes devant le sujet. Exactement. Okay. Voilà, donc on choisit la profondeur. Ça, c'est pas mal du tout. Bravo DxO, parce que c'est très malin. Mais vous voyez, là, voilà, il y a peut-être parfois des petits... Oui, on pourrait faire des petites rajouts. Et après, je peux rajouter des choses ici. Oui, bien sûr. Mais le plus important dans une photo, c'est quand on la regarde globalement. En fait, personne, moi, je n'avais vu que entre le visage et le bras, oui, moi non plus. Donc, ça fonctionne quand même relativement bien. Voilà une des premières nouveautés. La nouveauté principale, etc., c'est vraiment le masque AI. D'ailleurs, la plupart des nouveautés sont des rajouts intelligence artificielle. C'est ça, au niveau on l'a bien dit, à votre service. De sélection, vraiment. Qui vont simplement accélérer le fait que, avant, j'aurais pu sélectionner le fond, mais ça m'aurait peut-être pris 15 minutes avec mon pinceau ou avec, arriver à tout prendre comme ça. Et là, tout d'un coup, on peut aller plus vite. Ou j'aurais dû prendre mon modèle inversé, j'imagine. C'est ça. Malgré que je suis pas très retouche, vous le savez. Mais quand même, je m'y intéresse de temps en temps. Donc, on va déjà désactiver cette petite chose là-bas. Et j'aimerais bien la désactiver. Je voyais parfois, je ne sais pas. Voilà, mais c'est pas grave. Et alors, ici, on va peut-être montrer avant, après. On va oublier ce rouge ici. Voilà. Je crois voilà. Et donc, avant, après, on va quand même le faire de temps en temps. On voit quand même que la photo, elle a déjà bien évolué. Oui, en tout cas, ça change quand même assez bien. Oui. Alors, les trois dernières choses. Encore, hop. Nick Collection 9. Nouvelle chose, ici, c'est là.
Breaking news. Halation. Alors ça va plaire. Allez, halation. Halation, exactement. Alors ça va plaire beaucoup à Monsieur Sanders. Mais savez-vous ce que c'est d'abord? Je vais vous ennuyer. Oui, évidemment, ça va me plaire, parce que la couche, on peut retrouver ça en argentique. Oui, tout à fait. Alors, généralement, ici, la photo s'y prête un peu moins, mais pour vous le montrer, je l'ai utilisé. Généralement, ça fonctionne bien avec des lumières artificielles comme des néons, des choses comme ça. D'abord, je vais vous expliquer. La petite minute, Monsieur Sanders, on doit parler d'argentique. Faut bien qu'il fasse son intéressant. Faut bien un peu équilibrer. En fait, il faut savoir que dans votre film, vous avez une couche anti-halation. L'halation, c'est simplement le fait que les hautes lumières se diffusent dans le négatif, et donc il y a une couche qui empêche la lumière de, je dirais, déborder de sa source principale. C'est cela. Quand on prend certains films du cinéma et qu'on les traite pour les amener et qu'on les traite pour les ramener exploitables dans nos appareils photo, c'est exactement ce que Cinestyle fait avec le 800T. C'est un film cinéma qui est traité, et dans ce traitement, il perd cette couche ramjet, comme on appelle ça, donc la couche qui empêche la lumière de se diffuser. Et on aime ce film parce que justement, c'est les faire chercher, d'être la nuit avec une station essence au loin avec des lampes, et quand on va faire la photo, on va avoir cette lumière qui pénètre dans le film et qui déborde et qui fait un halo rouge. C'est le système de halation. Voilà. Exactement, c'est ça. Et on aime la retrouver un peu dans cet univers parfois cyberpunk, des choses comme ça. C'est ça. Et on peut le faire en mettant des petits filtres de diffusion, ce genre de choses. Exactement, exactement. Ouais. Soit une pellicule qui le fait en argentique, ou alors des fils de diffusion effectivement en numérique ou en argentique. On peut mettre un fil de diffusion en argentique. Bien sûr aussi. Pour rajouter cette chose. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors ici donc la halation, vous voyez que je peux également la mettre ici. Allez, regardez. Alors voilà. Donc... Mais pour tout vous dire, quand j'ai vu cette annonce-là, je m'étais dit, tiens, je devrais essayer de retrouver des photos digitales prises la nuit, ou aller faire une photo digitale d'une station essence et tester ça pour voir si on arrive à cloner un peu quelque chose. Je vous mets au défi, Monsieur Sanders. Vous allez en faire une, vous allez utiliser l'outil et on le mettra sur notre compte Instagram. Allez, ok. On mettra fait avec l'outil Halation. Ça va être marrant, on va aller faire des photos la nuit de stations d'essence sur le bord de l'autoroute. Ouais, c'est ça. C'est difficile de retrouver des stations essence. Pas cher. Déjà. Et en ville. Ouais, je veux dire, mais bon, ça va, j'ai déjà mes idées, je sais où je vais aller. Ok, donc voilà, ici, vous voyez l'outil d'Halation. Alors, vous voyez que ici, j'y suis allé comme ça me plaisait. Oui. Donc, mais je vais vous montrer l'outil Halation quand on le charge. De base. Et là, il pique. J'ai quand même la sensation que quand vous chargez votre calque, c'est un peu à la truelle. On vous en met un peu comme ça, et plouf, sur le clavier. Vous en reprendrez bien un petit peu. C'est ça. Et donc après, il faut, voilà. Donc, quand je le charge, ici. Quand je le charge là-bas. De base, il se passe rien. Parce qu'il n'y a aucune intensité, il n'y a rien du tout de ce que je vois là. Non, c'est ça. Donc je vais le remettre ici, ce qui est assez bizarre. Vous voyez, M. Sanders, tout ne se passe pas comme prévu quand on fait une vidéo. Eh oui, parce que évidemment, toutes les touches sont faites en temps réel, même si on a préparé en amont pour accélérer un peu. Alors moi, quand je l'avais chargé, il m'avait mis plutôt des valeurs un peu. Et alors il m'a mis surtout un truc. Alors ça fonctionne pas mal si vous faites d'autres types de photos que moi. Si vous faites des photos de nuit, ça peut bien fonctionner justement avec les néons. Mais chez moi, ça fonctionne pas du tout. Il y a moyen après votre Halation de lui donner une colorisation. Qui nous, on va essayer de prendre une couleur un peu. En fait, c'est la couleur qu'il faut. Oui, c'est ça. Oui. C'est en fait, dans l'absolu, ce qui est un peu fou avec votre histoire de calque, c'est que vous créez de cet effet-là dans une photo qui ne devrait pas l'avoir, puisque ça marche très bien la nuit. Qu'on est de jour sur une station en route, on est plutôt dans un environnement désertique avec une voiture, on a plutôt un modèle. Donc c'est quand même assez particulier, mais en attendant, on peut évidemment. Mais moi, c'est un outil que si vous me suivez sur les réseaux, c'est un outil que j'utilise beaucoup. On en a déjà parlé sur une vidéo. Et donc voilà. Okay. Et ce qui est bien, c'est que je suis content qu'il se retrouve dans une collection parce qu'avant, je devais tryharder pour le faire sur Photoshop. Oui. Et ben voilà, il est là. On en avait parlé. Donc ça, c'est super bien. Alors attention que quand vous mettez l'outil Halation, il va s'appliquer partout. Donc, vous voyez, j'ai dû faire un masque encore une fois. Donc, oui, c'est ça. Pour lui dire, ne t'emballe pas, on va aller à l'endroit qui nous intéresse. Exactement, parce que sinon, il va s'appliquer partout. Oui. Et donc voilà. Ici, je l'ai inversé, le masque, mais sinon, il s'appliquait sur le visage de mon modèle, etc. Donc en fait, ça, on a bien vu que pour faire ce masque, les assistants IA vous ont aidé à sélectionner. Il y a un assistant IA ici ou pas? Oui, c'est ça, justement. Donc c'est aussi un des nouveaux outils. Ah oui. C'est l'assistant IA. Donc ici, vous voyez, regardez, j'ai sélectionné toute la peau de mon modèle pour ne pas qu'elle soit impactée par le élationnée. Et qu'elle soit élationnée, exactement. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi que pas mal, j'ai envie de dire. C'est pas mal. Ouais. Et alors? Avant d'aller plus loin,
Moi, je pense que on va arriver à la fin. Là, on arrive, il reste 2 couches. Oui, mais on a un autre outil. On a aussi un effect. Je pensais. Je sais ce que vous allez me oui, demander, mais on fera les deux. Exactement. Continuons. Alors, on va terminer parce qu'on a presque fini notre chose. C'est quand même dommage de s'arrêter là. Oui. On va ici aller sur le color grading. Ici. Oui. Et alors, le color grading, vous le connaissez sur tous vos logiciels de développement. C'est cette petite roue chromatique. Typiquement celui que j'utilise déjà. Qui va vous permettre d'aller soit mettre une identité couleur à l'entièreté de votre photo, soit de diviser ombre, haute lumière, c'est là où vous me perdez généralement. Ouais. Et généralement, c'est 3 roues. Et c'est un peu embêtant à faire. Il en manque une 4e pour rouler. Oui, donc, voilà. Parfois, ça me fatigue. Et donc ici, je trouve que DxO a eu vraiment une très très belle idée. Oui. C'est qu'on a une seule roue. Et vous avez les 3 points qui se retrouvent dessus. Donc, vous avez le noir qui est pour les ombres. Oui, ça. On l'a perdu. Oui. On a le gris pour les tons moyens et le blanc pour les hautes lumières. Et ce qui est bien, c'est qu'elle se retrouve sur la même roue. Et donc après, je choisis où je veux la mettre. Si après je veux même modifier, j'en choisis une, je modifie. Ah oui, ok. Sans voir, parce que sur les autres logiciels, vous devez prendre votre, essayer de dire, ah oui, mais j'ai pas envie qu'elle soit trop bas. Là, soit je la déplace gauche-droite, et après, je peux la déplacer au bas. Vous voyez? Oui. Mais ici, après, si je trouve que l'intensité est la bonne et que je veux juste changer la couleur, je vais juste utiliser ici la petite pipette qui est là. Ok. Voilà. Donc, et alors après, ne serait-ce pas un peu le color grading pour les nuls? Comme pour moi, parce que je vous cache pas que ces roues-là, dans les logiciels, déjà moi, le color grading, je le choisis avant de les faire les photos, puisque c'est le type de pellicule qui définit mon color grading. Mais sur les photos digitales, quand je dois les reprendre un peu, oh là là, quand j'arrive là-bas. Et pourtant, j'ai déjà regardé des tutos pour essayer. C'est là où on perd, vraiment. C'est vrai que généralement, dans le milieu de l'image, les vidéastes sont beaucoup plus à l'aise avec le color grading. Généralement, nous, les photographes, on a été habitués à travailler sur des tirettes de couleurs, par couleur, luminance, saturation, etc. Et on travaille sur les différentes couches de couleurs. Le color grading, c'est ce que vous retrouvez dans certains logiciels qui s'appelle l'étalonnage. Donc typiquement, c'est quelque chose qui vient plutôt du cinéma, si je le comprends bien. Oui, le color grading, on est vraiment sur quelque chose qui, en même temps, et puis après, ça meurt. Le cinéma, ce n'est jamais que 24 photos par seconde. Flou, c'est ça? Ouais, exactement. Vous avez pas osé le dire. Et donc voilà. Donc en fait, les choses se rejoignent quand même, mais ce color grading est très intéressant et ça permet de donner. Alors je le mets à la fin. Pourquoi? Parce que en gros, regardez, je vais le désactiver. Je trouvais ma photo un peu trop bleue. Ok. Donc je me suis dit, le color grading va donner vraiment la touche finale à ma photo. Et donc voilà, là je redonne des tons un peu plus chauds. Et alors ce qui est génial, c'est que voilà, j'ai décidé que mes ombres devaient être un peu plus bleues pour garder quand même du bleu dans le fond, mais que mes hautes lumières et mes mid-tones devaient être un peu plus rouge, jaune pour te donner quand même qu'elle ait un peu de couleur et qu'elle paraisse pas malade, la petite. Et donc voilà ce que j'ai fait. Et alors après, mon identité générale, ça c'est génial aussi, c'est qu'après avoir mes 3 valeurs qui sont ici sur la même roue, je peux après dire dans ma balance, je veux que tout ça, évidemment je le montre mais vous voyez pas, mais avec la souris, je veux que tout ça tire plus vers le chaud ou plus vers le froid. Et donc là, j'ai plus tiré vers le chaud pour quelque chose de pas trop bleuté. Et après, je peux mettre mon opacité, vous voyez, pour ne pas perdre tout ce que j'ai fait avant. Sinon, ça va parce que tout si masquer, je le mets à 100%, voilà quoi. Donc voilà quoi. C'est malin. Et bardaf, c'est l'embardé. Et donc voilà. Et alors la dernière chose, ça vous connaissez, Monsieur Saunders. C'est ce qu'on met quand on a des mauvaises optiques. Mais pour le portrait, d'ailleurs, souvent dans les optiques à grande ouverture, quand on chute à grande ouverture pour faire du portrait, on a du vignettage pratiquement inévitable. Pas sur les apochromatiques. Pas sur les apochromatiques. Mais justement, parfois, c'est un peu triste. Et c'est bien pour ça qu'en même en chambre noire, on va faire du vignettage artificiel. C'est pour concentrer. Assombrir les coins et marquer le focus. Exactement. Et diriger le regard. Donc là, on va mettre la vignette. Alors, je vous montre quand même ce que ça fait quand vous chargez le truc vignette tout court. Oh, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est pas mal. Alors, vous avez fait avec vos mains, comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'évidemment, on le règle à notre sauce. À la truelle, on va dire. Exactement. Donc, les bordures sont qu'à 5%. J'ai envie de dire, DxO, faites un peu un mode un peu expert où c'est pas à la truelle chaque fois qu'on le charge. Et donc, voilà. Et alors après, j'ai ma photo qui est chargée avant, après. Évidemment, on voit bien le côté bleuté que vous avez corrigé. On voit bien les verts, on voit bien. Oui, non, c'est très bien. On peut d'ailleurs peut-être montrer, comme ça, les bistronomes, on peut le voir en haute HD, Ultra HD, IMAX, Dolby Surround. Là, on a les tifs non touchés, c'est avant d'aller chez le coiffeur. Exactement. Donc
à gauche, on a la photo TIFF non retouchée. Oui, il n'y a plus de souris. Et à droite, on a la photo finale, comme ça vous la voyez en 4K pour ceux qui regardent ça sur une OLED 4K 79 000 pouces. Mais on revient quand même sur la réflexion de la qualité de votre écran va déterminer la finalité de votre résultat. Tout à fait. C'est bien dit ça. Hein. C'est bien les choses, il me semble. Donc voilà, on a présenté déjà donc ce qu'était la Nik Collection Color Efex surtout, les nouveautés qu'il y avait dedans, mais il y a d'autres nouveautés dans un autre outil, mais peu avant, on va dire des choses aux bistronautes. Et vous devez partir par là. Alors, les bistronautes, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Petites informations, on va essayer d'aller très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, mettez un petit pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Ça aide au référencement, ça aide à avoir plus de crédibilité envers nos partenaires comme DxO et les autres marques et pouvoir proposer de plus en plus de contenu. Si vous voulez nous soutenir, eh bien, il y a tous nos liens d'affiliation. Ça, c'est la première chose. Juste en bas de la vidéo, vous pouvez, si un produit vous intéresse, profiter de nos liens d'affiliation. D'ailleurs, il y en a sur DxO. Vous avez des pourcentages, je pense que c'est 15%, mais allez toujours vérifier via nos liens d'affiliation là-bas sur tous les produits DxO et donc également sur la Nik Collection. Ça, c'est pas super, non, c'est super. C'est vrai. Et alors, autre chose aussi, si vous voulez vraiment nous soutenir, parce qu'on est en train de monter un énorme studio, on a un super grand projet, ceux qui nous suivent l'ont déjà vu, et ça demande beaucoup d'investissement de temps et financier, des petites popoches de Monsieur Sanders et de moi. Eh bien, on a une cagnotte participative qui est sur PayPal, mais pas besoin d'avoir un compte PayPal pour participer. On vous a mis le lien juste en bas. Ça nous soutient vraiment très fort. Merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà participé d'ailleurs. Et il y a aussi moyen de mettre un petit tips directement en bas de la vidéo. C'est un super 5, c'est un merci qui représente un petit cœur avec $1 dedans. Là aussi, vous pouvez mettre un petit pourboire sur la vidéo. Ça nous ferait énormément plaisir et ça nous aide beaucoup. Voilà. Ah non, il y a encore une dernière chose. Suivez-nous sur Instagram. Je mets le lien juste ici. Vous avez le feed qui est juste là. Comme ça, vous voyez les photos de Monsieur Sanders, les miennes et des photographes partenaires, les bistrographes. Voilà, Monsieur Sanders. Super complet. Et moi, je sais ce que je mange ce soir. Ouais, je sais, vous connaissez le discours, comment vous l'écoutez. Oui, non, la prochaine fois, je ferai une petite pause. Voilà. Oui. Alors, très bien. En attendant, très clair, très précis. Merci, Monsieur Sanders. Alors, on va passer sur un autre des outils. Vous devez faire avec votre souris une petite manip. Comme ça? Dans l'autre sens. Vous ne le voyez pas, mais nous, on a les previews. Voilà, on est prêts. On va chercher une autre photo éditoriale que j'avais fait pour une marque qui s'appelle The Couples à Paris. C'est une marque parisienne pour les Français qui nous regardent. Et on passe donc à l'autre photo. Voici. Donc, une photo de Cécile prise à Luxembourgville pour la marque The Couples. Et donc, ce qu'on aime bien dans les photos éditoriales, si par exemple, on veut faire une story. Dans les stories, on va essayer de les styliser et surtout, on va mettre en avant la tenue, le sac, tous parce que tout est 100% de Couples. Donc voilà, on va essayer de mettre tout en avant et on se dit, on va peut-être éviter que sur la story Instagram, par exemple, la photo soit parasitée par le fond. Oui. Et donc, on peut essayer ces outils. Et il y a un nouvel outil. De la Nik Collection. C'est tout nouveau, qui s'appelle l'effet de vitre. Glass Effect. Ok. Et donc, en fait, ça permet de rajouter un effet de vitre comme si la photo avait été prise derrière une vitre. Heureusement que vous le dites. Voilà. Et donc ici, il est déjà préchargé. Je vais pas encore mettre l'effet ici, mais vous voyez que là-bas, j'ai des effets de vitre basiques. J'ai même des effets géométriques. Alors, il y en a plein. Ou des effets analogiques. Alors, je sais pas très bien ce qu'ils entendent par une vitre analogique, mais. Il y a du gras. Envoyez les petits mails à DxO, vous leur demanderez. Mais en tout cas, il y a différents types d'effets de vitre. Ici, je vais charger mon effet de vitre là-bas. Alors, roulement de tambour. Voilà. Donc là, c'est une vitre, verticale, comme s'il y avait un carreau vertical. Et vous voyez que j'ai fait ressortir mon sujet, j'ai fait différents filtres. Donc je vais peut-être ici d'abord la recharger complètement. Voilà, donc si on met un effet de vitre, elle est complètement... et après, et donc après, je dis, non, mais moi, mon sujet, je veux qu'on le voit. Et donc, je vais revenir en arrière. Et donc, le but, là, ici, j'ai pris les vitres avec les reflets verticaux. On peut choisir l'intensité et tout, un peu comme des choses comme ça. Et alors après... oui, on y revient à ces sélections de masques. Voilà, et donc, en fait, j'ai choisi les masques de profondeur ici. Donc, on peut peut-être le voir, peut-être celui-là, voilà. Non, c'est justement... C'est plutôt si, c'est ça, c'était déjà un masque de profondeur, là-bas. Le profondeur à droite. Ici, non, c'était peut-être pas le bon, je ne sais pas, monsieur Sanders, j'en ai fait tellement, vous voyez. Voilà, ici, on a le masque de profondeur à l'arrière, ici on le voit mieux. Donc ici, on a fait la profondeur à l'arrière du modèle, plus à l'avant, et alors après, j'ai isolé avec un autre masque qui est une zone, là par contre, manuellement, j'ai isolé le sac pour avoir l'entièreté de mes calques. Oui. Je vais revenir en arrière d'ailleurs, parce que là, j'ai un peu tout foiré.
Voilà. Et donc, en gros, avec différents calques, là, j'ai isolé le sujet avec la détection d'intelligence artificielle des objets. Okay. J'ai isolé le sac. Avec la profondeur de champ, j'ai isolé l'arrière. Et avec une zone de masque, j'ai isolé l'avant. Ah bah, vous aimez bien le masque, vous. Ouais, j'aime bien olé olé. Et ce qui me permet d'avoir un peu un effet de mouvement dans la photo, avec ces lignes à l'arrière, et on a ce sujet qui ressort un peu plus. En fait, effectivement, on dirait que le sac sort de la vitre. Exactement, ben c'était un peu le but. Ok. Et donc de mettre en avant, voilà à quoi ça peut servir, ces effets de vitre. Il y a un autre effet, mais par respect pour Monsieur Sanders, je ne vous le montrerai pas, c'est un effet papier. Je parie qu'on a un effet griffe et poussière, tant qu'à faire. C'est ça. Alors ça pourra plaire à certains, donc utilisez-le si vous voulez. Ça permet d'avoir différentes textures de papier, des choses comme ça. Honnêtement, moi, c'est pas trop ma cam, mais encore une fois, c'est hyper subjectif. Donc allez l'essayer. Si vous voulez avoir un effet papier, comme si la photo était sur du vieux papier. Moi, j'ai quand même regardé certaines photos et j'ai quand même testé un peu aussi en amont pour voir un peu de quoi il s'agissait. Il y a des choses qui sont jamais on y pense dans les presets où ils coupent la photo en 5 slides, mais tout d'un coup des photos un peu bof. On fait, oh tiens, il y a un petit truc qui se passe. Ça reste très créatif, on l'a dit au début de cette vidéo. Donc oui, les effets papier ou les effets vitre, on va peut-être pas y penser en première idée, mais bien utilisé, ou en tout cas avec une idée derrière la tête, on peut arriver à un résultat plutôt sympatoche. Donc, Monsieur Sanders, je vais vous demander de nous remettre en plein écran, parce que petite interrogation, surprise. Aïe. Alors qu'avons-nous appris alors pas sur les nouveautés on va y revenir juste après, mais qu'avons-nous appris sur ce qu'est la Nik Collection? Alors... Allez, je prends pas mes anti-sèches. Nik Collection, c'est un logiciel qui vient après votre logiciel de développement. C'est ça. Vous devez préparer bien votre fichier, c'est-à-dire amener la bonne luminosité et faire les micro-corrections pour que le fichier soit, on va dire, neutralisé. Surtout si vous shootez en RAW. Exactement. À partir de là, ça part en TIFF dans votre logiciel. Soit il part du logiciel principal et il arrive dedans, soit vous l'exportez manuellement et vous le rechargez en second plan. C'est un logiciel créatif, d'effets stylistiques, qui fonctionne par couche de calque. Incroyable, il a écouté celui-ci. Et on peut remettre les calques un peu dans l'ordre qu'on veut, parce que l'empilement de vos calques, différents empilements ne donnent pas le même effet. Est-ce que vous pouvez recharger peut-être, je vais voir si je peux juste, ça peut être recharger un peu là, parce que ça je vais le montrer, parce que je l'ai pas montré. Je vais prendre n'importe lequel, d'accord? On va prendre le contraste tonal, ok? Oui. Je vais le déplacer. Et ça n'a rien fait. Si, voilà. C'est votre ordinateur, c'est vraiment... Non, mais encore une fois, moi je suis analogique, monsieur. Je vais prendre mon neutraliseur de blanc. Non, mon Film FX, par exemple. Et je vais le taper... Tout au bout. Au bout. Et après, on va le mettre en premier. Regardez. Et en fait, ça a bougé. En fait, si je prends le neutraliseur de blanc, que je le mets ici, par exemple. C'était pas l'effet qui était le plus fou, hein. Ça, je me rappelle bien. Ah non, c'est vrai. C'était pas l'effet qui était Prenez le plus votre fou. color grading et mettez en premier. On va le mettre. En premier. Ah bah oui, ça a encore changé. Ouais. Alors dites-moi, moi j'ai une question, parce que vous me piégez, mais on va se remettre en plein écran. Quand vous avez fait la photo, est-ce que vous avez déjà une idée de quel outil utiliser pour arriver, ou vous avez été un peu picoré par-ci, par-là, et vous avez commencé à construire, je dirais, votre réflexion colorimétrique? Excellente question. Donc en fait, je démarre, comme je l'ai dit au début, je démarre toujours par le contraste dynamique, enfin le contraste pro. Ok. Ça toujours. Et je termine par le color grading. Ok, voilà. Ça, vous avez trouvé que ça fonctionne. Entre les deux, on cherche un peu. Je le mets dans un ordre, on va dire, habituel, et puis parfois je switch deux effets en disant, ah mais non, ce serait peut-être mieux. En fait, imaginons par exemple l'effet brouillard. Oui. Si je le mets avant ou après le color grading, mon brouillard va pas avoir exactement la même couleur. Bien sûr, c'est logique. Donc en gros, il faut voir quel effet vous voulez donner. C'est pour ça que ça prend du temps, voilà. C'est pour ça qu'on est dans un côté très plaisir. Alors, ça peut être effectivement photo plaisir, mais ça peut être aussi, comme vous l'avez très bien dit, on tryhard une photo parce que c'est une couverture, c'est pour un élément éditorial d'une marque, d'un catalogue, d'un magazine, peut-être pour de la musique, ou et on va aller à fond. Mais en fait, mettez justement, pour parler de musique, vous mettez une musique que vous aimez le soir chez vous et vous stylisez votre photo et vous prendrez du plaisir. Et je disais justement, bien préparer sa photo, je vous conseille, mais vivement, vraiment, et là, je vous assure, on ne l'a même pas demandé, mais on l'utilise, Monsieur Sanders et moi, tous les jours. Que vous ayez Photolab ou pas, si vous avez Photolab, c'est intégré. Si vous l'avez pas, au moins, s'il ne devait en avoir qu'un, s'il ne devait en rester qu'un, si vous devez avoir un logiciel de chez DxO, c'est Puro, s'il vous plaît. Un peu de respect pour vos RAW. Et en fait, là, je vous entends venir, les bistronautes, mais pourquoi Monsieur Sanders utilise Puro? Parce que quand je scanne mes négatifs, je génère
un fichier RAW et qui doit être le plus possible dématricé, qui soit respectueux, que mon dématrisseur soit respectueux de mon image. Et on a fait pas mal d'essais à une époque, et effectivement, moi j'utilise DxO Photolab 9.6. Donc il est intégré. Il est intégré. Il y a un vrai résultat différent. C'est le moteur de dématrissage. Donc si vous êtes chez Adobe, par exemple, on va appeler achat, et que vous n'avez pas pu RAW, c'est Camera Raw qui va dématricer votre fichier. Et on pense que c'est bien. Mais après, si vous utilisez Puro en plugin et que vous dites à Camera Raw, t'occupe pas de ça. Laisse faire Puro, et Puro renvoie un fichier qui est dématricé en DNG sur votre Lightroom ou Photoshop. Comparez les deux. Donc, voilà. Donc, on en reparlera après. On en reparlera après. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez dire avant que... Non, je pense qu'on peut arriver dans les conclusions. Non, on va aussi vite récapituler les nouveautés. Je vous invite à passer la vidéo peut-être des nouveautés. Ah oui, elle est ici, parce qu'on l'avait pas encore passée. Oui, exactement. Donc en fait, la Nik Collection 9, les nouveautés que vous avez pour ceux qui ont déjà un Nik Collection, eh bien, dans ce toolbox, comme ils le disent, vous avez différentes choses ah oui, ça je vous en ai pas parlé. Ça permet en fait de séparer les fréquences des différentes couleurs. Là, on a, ça c'est génial, les différentes color grading. Et on le voit là, incroyable. Ça c'est très très puissant. Ça c'est vraiment puissant. Ça c'est vraiment peut-être leur meilleur outil qu'ils ont mis. Oui. Et puis on a vu d'autres choses comme les masques de sélection, des choses comme ça. C'est ça. Voilà, en tout cas, il y avait pas mal de choses très sympathiques. Et rappelez aussi que c'est très bien, vous nous écoutez, vous dites ok, c'est pas mal. Est-ce que je peux tester le logiciel? Oui, et sans restriction. Ça c'est aussi bien chez DxO. Juste de temps, hein. Ouais, évidemment. Cadeau, c'est open. Non, il y a effectivement, vous pouvez contactez l'essayer. Julia chez DxO, il vous l'offre. On met très bien son mail. Non, en fait, alors ça dépend des logiciels, mais c'est entre 15 et 20, 30 jours, ça dépend des logiciels, mais je pense que c'est 15 jours maintenant. Vous pouvez utiliser le logiciel sans restriction, ça vous permet de l'essayer. D'exporter. Et d'imprimer. Exactement. Vérifier sur son téléphone. Voilà. Et donc testez-le, voilà, il y a aucune obligation. Et si ça vous plaît, alors évidemment, il y a le lien d'affiliation. Exactement. Et c'est un logiciel qui ne fonctionne pas sous forme d'abonnement. C'est une licence très perpétuelle. Avec un super rapport qualité-prix. Exactement. Donc, allez voir sur le site de chez DxO. On doit être autour du 159 € pour une version complète à partir de rien à vie. Et les mises à jour autour de 80 € quelque part par là à vie aussi. Donc, c'est un logiciel, quand vous l'avez, vous l'installez. Et puis c'est parti. Alors bien clair que si vous l'achetez, vous avez Nik Collection 9 à vie. Les Nik Collection et puis toutes les mises à jour de 9.1 à 9.9 et puis après à la 10, là soit vous upgradez à vis-à-vis 80 € à peu près. C'est ça. Ou alors vous restez sur la 9 parce que vous dites non, cette version là j'ai mes outils, je les aime bien et puis voilà. Voilà, exactement. Je pense qu'il est temps d'arriver aux conclusions et même si c'est logiciel, on va rester sur la même philosophie que quand on fait une dégustation d'appareil photo, on va parler d'ergonomie, de technologie et de qualité d'image. Alors, j'ai envie d'attaquer sur l'ergonomie, Monsieur Karim. Qu'en avez-vous pensé? Elle est très bonne. Elle est excellente. Alors, en plus, elle est d'autant plus excellente pour des gens qui utilisent des logiciels plus complexes comme moi d'habitude. Là, en fait, pour ceux qui découvrent, ils doivent se dire, oula, ça a l'air un peu compliqué. Mais en fait, elle est excellente parce qu'on comprend très vite où sont les outils, à quoi ils servent, où il faut les mettre. C'est très clair. Elle est vraiment excellente. L'ergonomie, j'ai presque envie de mettre 4,5 macarons, c'est vraiment très très bon. Et même l'ergonomie des nouveaux outils, le color grading, pour les gens justement comme Sanders qui... ça me donne envie. Ça donne envie d'utiliser. Et la photo de nuit de station essence, color grading va être utilisé car je sais ce que je dois faire dans mon color grading. Et le halation aussi. Et le halation va aussi arriver. Donc oui, ça donne quand même pas mal. Alors ça, c'était sur l'ergonomie, sur la technologie. Alors la technologie, leur moteur fonctionne très bien. Donc on voit que la compréhension des couleurs est très bonne. On vous a parlé du contraste tonal, du micro-contraste, etc. On voit quand même qu'on a un moteur derrière qui travaille, qui est vraiment boosté au neuronal, parce que ça. C'est ça. C'est un de leurs termes. C'est un de leurs termes, et donc ça fonctionne vraiment très bien. Petit bémol où là je pourrais pas mettre les full macarons, c'est que on a Monsieur Sanders et moi-même on travaille sur Mac. Vous travaillez peut-être sur Mac aussi. Avant j'étais sur PC et je vais utiliser la Nik Collection et ça tournait mieux sur PC. Ah ok. Et donc une optimisation peut-être. Voilà, pour les puces M de chez Apple, ça peut faire mieux. Vraiment peut faire mieux. Donc voilà, DxO, si vous nous entendez, je suppose que vous le savez déjà, vous avez des retours. Mais alors ça plante pas, vous n'allez pas avoir un écran crash machin. Monsieur Karim l'a dit, moi j'ai une charrette de Mac Mini M4 qui. Je pense que ça bouffe beaucoup de la mémoire vive et de la RAM en fait. Qui est là pour faire, ce que je dois juste faire quand je fais mes scans. Vous avez une machine plus performante que la mienne, vous avez moins senti
le ralentissement que moi, ce que je peux le sentir, c'est du Mac d'entrée de gamme que j'ai. Donc, voilà. Mais effectivement, j'ai déjà remarqué que... Donc voilà, l'optimisation pour les puces silicone. Oui. Voilà, il faut, ça peut être un peu travaillé. Donc là, je vais mettre un 3,5 sur la technologie. En fait, 3,5, c'est vraiment, les 3,5 macarons, c'est vraiment pour la technologie de compréhension des couleurs. C'est ça. Et on perd sur l'optimisation Apple. C'est ça. Et au niveau de la qualité d'image, dites-moi. Bah, c'est excellent. Encore une fois, c'est vraiment super bon pour vraiment styliser une photo. C'est un des meilleurs outils sur le marché et je peux vous dire que je vais pas tout estimer, mais j'en utilise beaucoup au studio photo. C'est ça. C'est certainement un des meilleurs outils. Il se bat côte à côte avec un autre outil que je vais pas citer ici, ça n'a aucun intérêt. Mais un des meilleurs outils du marché au monde, eh ben je peux dire que la Nikon Collection est vraiment très proche. Et effectivement, même bien avant d'avoir à faire la vidéo, on en avait déjà parlé. Vous m'avez déjà dit, wow, sur de l'éditorial, quand j'ai du portrait sur la peau, en fait, il se passe des choses. Je l'ai découvert avec la Nikon Collection 8 quand DxO m'a proposé de faire une vidéo et d'ailleurs je suis devenu un peu alors c'est pas ambassadeur mais en tout cas créateur de contenu pour la Nikon Collection 8 à l'époque. Je l'ai découvert et merci de me l'avoir fait découvrir parce que c'était vraiment une vraie révélation pour moi. Et moi je dirais juste pour terminer que dans la qualité d'image, on revient là-dessus, ça va dépendre du moteur de dématrissage que vous allez utiliser en tête de ligne, qui va être passé à travers tous les calques et cette science des couleurs dont vous nous avez parlé, pour arriver à la fin à un résultat optimal. En fait, si vous devez avoir deux choses chez DxO et que vous voulez par exemple rester dans l'environnement dans lequel vous êtes, parce que vous êtes habitué et de confort, je comprends. Donc vous n'êtes pas chez DxO dans votre logiciel de développement, très bien. Mais démarrer le point de départ avec Puro et terminer avec Nikon Collection. Et les deux sont en essai gratuit. Exactement, voilà. Voilà, faites vos essais. Soyez votre propre juge. Oui, effectivement, il faut pas nous croire les yeux fermés. Enfin, j'espère que vous avez eu les yeux ouverts quand même pendant la vidéo. C'est un peu plus ça aurait été quand même mieux. Voilà, mais monsieur Sanders, 1h05 de vidéo, mais on a eu des choses à dire. Et heureusement que je n'ai pas fait des photos, je suis en train de me dire. Oui, parce qu'au départ, c'était 4 photos chacun. Je le savais. Moi, je suis parti de là, mais c'était très intéressant et j'ai presque envie de vous dire que ça me donne presque envie d'aller plus loin dans mes logiciels habituels à partir de fichiers RAW et de me dire, tiens, je vais aller un peu quand même me frotter à des outils qui me paraissent un petit peu lointains pour moi et je trouve ça assez intéressant. Eh bien, vous savez quoi, monsieur Sanders? Dites-moi. Je vais vous dire, la prochaine fois, c'est vous qui m'apprenez à retoucher. En voilà une bonne idée.